Je ne relèverai pas, merci. Et ce sont donc les 4 vérités ce matin avec vous, Maude Bréjon. Vous êtes députée Renaissance, vous êtes porte-parole du groupe, mais vous êtes aussi ingénieur nucléaire. C'est votre métier de base dans le civil, spécialiste donc des questions de transition énergétique, de l'énergie. On en parlait il y a quelques minutes. Aujourd'hui, il va faire plus de 36 degrés dans certains endroits en France. Est-ce que la transition énergétique, elle peut encore faire quelque chose face au changement, au bouleversement que chacun constate dans sa vie de tous les jours? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une urgence absolue, c'est d'éviter de se prendre le mur des plus 4 degrés dans les dizaines d'années à venir. Il faut se rendre compte ce que c'est qu'une France avec plus 4 degrés. C'est par exemple sur Paris 3 fois plus de jours de canicule. C'est dans certains départements de France jusqu'à 90 nuits tropicales, comme on a vécu cette nuit, par an. C'est des impacts sur l'agriculture, c'est des impacts sur nos modes de vie, c'est des impacts sur la façon dont on étudie, dont on va, on travaille. Et donc c'est absolument dramatique. Et encore en France, 60% de l'énergie qu'on consomme tous, qui vient des énergies fossiles. Et c'est ça le drame, et c'est contre ça qu'on doit se battre. Donc il y a un objectif, c'est de baisser nos émissions de CO2. Et c'est ce que fait le président de la République depuis 5 ans, avec 2 choses. C'est d'une part le nucléaire, et c'est d'autre part les énergies renouvelables. Pardon, vous me tendez une perche. Vous dites la France lutte contre ce réchauffement climatique en diminuant les énergies fossiles. Et pourtant, dans le même temps, on vient d'apprendre que les 2 dernières centrales à charbon françaises vont être prolongées jusqu'à fin 2024 parce que, justement, il y a besoin notamment d'éviter des coupures éventuelles cet hiver. Donc, c'est totalement paradoxal par rapport à ce que vous venez de dire. Parce qu'on a pris du retard depuis une vingtaine d'années. On a d'abord pris énormément de retard dans le développement des énergies renouvelables. On a passé beaucoup trop de temps à se demander s'il fallait choisir entre le nucléaire et les éoliennes. En réalité, on a besoin des deux. Et donc, il faut accélérer sur le déploiement des éoliennes en le faisant de façon intelligente, sur l'hydraulique, sur le solaire. Et en parallèle, il faut relancer tout ce programme nucléaire qu'on avait lancé et réussi dans les années 90 avec le plan Mesmer. Pour vous, le nucléaire, c'est la solution. C'est ce qu'on a voté. En tout cas, c'est une part importante de la solution. C'est pas toute la solution. C'est ce qu'on a voté il y a quelques mois à une très large majorité à l'Assemblée nationale pour lancer la construction d'une 12aine de réacteurs supplémentaires. Ça va prendre du temps. Je rappelle qu'aujourd'hui, le nucléaire... France est par exemple, notre principal partenaire, l'Allemagne, on le sait, a tourné le dos au nucléaire. Et j'allais vous en parler. Regardons ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont fermé le nucléaire. En réalité, ils ont accru massivement leur dépendance au gaz et au charbon. C'est absolument climaticide. Il y a en Allemagne une électricité qui est 5 à 10 fois plus carbonée qu'en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre modèle, il est le bon, et donc il faut continuer à développer ces modes d'énergie-là. Il faut continuer à développer les formations, il faut continuer à former les gens. Et en parallèle, effectivement, il y a un mouvement à continuer à porter au niveau de l'Union européenne. C'est ce que fait le président de la République, et au niveau mondial, parce que chacun doit prendre sa part. Mais je crois qu'on peut être un des pays précurseurs, et ça, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous gardez une part d'optimisme quand vous entendez Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dire que l'effondrement, les mots sont forts, climatique a débuté, notre climat, je le cite, implose plus vite que nous ne pouvons y faire face. Voilà ce qu'il a déclaré, le numéro 1 de l'ONU cette semaine. Pour lui, c'est déjà presque trop tard, même si on fait le tout nucléaire comme vous le préconisez. C'est pas trop tard. En revanche, le mur est très très haut, la marche est très très haute. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la France prend sa part, qu'on doit, encore une fois, et je l'ai dit, aller encore plus vite. Probablement aussi travailler sur nos habitudes individuelles. Parce que qu'est-ce que c'est l'écologie? Qu'est-ce que c'est la lutte contre les émissions de CO2? C'est ce que fait l'État en développant des énergies qui ne polluent pas, en décarbonant l'industrie. Et puis c'est aussi notre façon de vivre à tous. C'est comment est-ce qu'on consomme différemment, c'est comment est-ce qu'on se déplace un peu différemment. Il y a beaucoup de Français qui font déjà énormément d'efforts, et donc c'est pas à eux qu'il faut demander davantage. Toutes ces classes populaires et moyennes qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui n'ont pas attendu que le gouvernement fasse un plan de sobriété pour éteindre la lumière. Elles le font déjà par bon sens, pour des raisons de pouvoir d'achat. Mais en revanche, je pense des gens, des entreprises en France qui ont les moyens de faire davantage. Et il y a un vrai besoin de justice sociale sur cette question-là. Et donc, il faut leur demander davantage d'efforts. Ce n'est pas pour monsieur tout le monde. Donc, comment fait-on, madame, comment fait-on pour concilier urgence climatique et pouvoir d'achat? Est-ce que l'urgence, c'est de demander, par exemple, aux grands pétroliers comme Total de continuer, comme l'a fait Bruno Le Maire, de plafonner leur prix en dessous de 2 € le litre de carburant, par exemple? Est-ce que ce n'est pas, là encore une fois, paradoxal avec le besoin de réduire, voire de stopper les émissions à gaz à effet de serre? Le grand enjeu, c'est d'arriver à concilier, si je puis dire, la fin du mois et la fin du monde. C'est comment faire en sorte que les gens arrivent à boucler les fins de mois et en même temps avancent vers la transition écologique. On a une voiture électrique qui n'est pas dans les moyens de la plupart des Français. Une urgence à court terme,
qui est celle de l'inflation. Et je pense que chacun le voit. Il y a le prix de l'essence qui est important. Et donc Bruno Le Maire a raison de dire que chacun doit prendre sa part. L'État a pris sa part. La ristourne sur le carburant qui a été réalisée cette année, pour rappel, c'est 8 milliards d'euros. En parallèle, effectivement, il y a des entreprises qui font beaucoup de profits, et Total en fait partie, et qui donc doivent contribuer à l'effort national. Et ce qu'a demandé Bruno Le Maire en disant vous devez prolonger le plafonnement à moins de 2 euros sur l'ensemble des essences et des gasoils que vendent Total Énergie. Et donc Énergie. continuer à rouler à voiture en essence. Il y a à accompagner les Français. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec un certain nombre de primes pour changer leur voiture, pour changer leur chaudière. Et puis en parallèle, moi je pense qu'il faut quand même accompagner à court terme, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas pouvoir changer l'intégralité du parc, qu'il y a des Français qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller au travail. Et donc voilà, il y a vraiment une adéquation qui n'est pas facile à faire. Mais c'est sur quoi on travaille à l'Assemblée. De tenir les debout. C'est évidemment compliqué de tenir les debout. Mais moi, ma conviction, c'est qu'au fond, être plus écolo, c'est aussi consommer moins. Et donc, à long terme, cette transition-là, elle bénéficiera au pouvoir d'achat des Français. Mais ça a un coût au départ. De façon plus globale, que vous inspire la multiplication, cette rentrée des initiatives d'Emmanuel Macron? Il y a eu les rencontres de Saint-Denis, c'est comme ça qu'il les a appelées avec les partis politiques, la lettre qu'il leur a adressée, le Conseil national de la refondation, beaucoup d'initiatives. Les Français ne voient pas de résultats tangibles, en tout cas visibles. Est-ce que c'est beaucoup de bruit, non pas pour rien, mais pour pas grand-chose finalement, en termes de mesures annoncées? Moi, je crois que la responsabilité du président de la République, à un moment où on a 90 députés Rassemblement national, une majorité relative, une NUPES qui est forte à l'Assemblée nationale, et des Français, au fond, qui parfois peuvent apparaître comme un peu divisés, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table, autour de ce que sont les enjeux majeurs. On parlait du climat, on parlait du pouvoir d'achat, il y en a d'autres, il y a toutes les questions internationales, et c'est ce que fait le président de la République. Moi, je pense qu'on gagne toujours à tendre la main, et on gagne toujours à essayer de dialoguer. Et au fond, c'est dans son ADN depuis 2017. Rappelez-vous, en 2017, déjà, il a tendu la main à des gens avec qui il n'avait pas fait campagne. Je pense à Édouard Philippe, je pense à Bruno Le Maire. On l'a refait en 2022 et on continue à le faire. Il tend la main, il veut dialoguer, et en même temps, vous l'avez constaté hier, j'imagine, en regardant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, il rentre dans un stade et il y a des sifflets lorsqu'il s'exprime. Oui, je pense qu'il ne faut pas tout mettre. Vous constatez de l'impopularité du chef de l'État aujourd'hui? Qu'il y ait une partie des Français aujourd'hui... Qui n'a pas digéré notamment la réforme des retraites. Qu'il y ait une partie des Français aujourd'hui qui ne soient pas satisfaits de l'action du gouvernement et du président de la République, je l'entends tout à fait. Il y a deux choses. D'abord, discuter avec l'ensemble des forces politiques. C'est important pour régler les problèmes du pays. En tout cas, il faut essayer de le faire. Et ce qui s'est passé hier, j'entends aussi qu'on est dans un milieu qu'est le rugby, où ça chahute. À la Coupe de France de football, il n'était même pas descendu sur le terrain. J'en fais pas une affaire d'État. Je note aussi qu'il a été applaudi par une part du public à la fin de son discours. Et ma conviction, c'est que ce que retiennent les gens du match d'hier, c'est d'avant tout la victoire de l'équipe de France, donc c'est un non-événement l'action du président de la République. Le président soit sifflé par un stade. C'est un non-événement. Qu'il y ait une partie des Français qui soient mécontents de l'action du président de la République, je l'entends. Je note néanmoins qu'il a été réélu. Et moi, ce qui m'importe, c'est le travail qu'on mène à l'Assemblée nationale, encore une fois pour le quotidien des Français. Maud Bréjean, vous parliez des 90 députés du Rassemblement national. Marine Le Pen va effectuer sa rentrée politique ce week-end. Elle va s'exprimer dans un discours à un moment. Vous constatez dans les sondages que le RN marque des points, que le capital de sympathie, d'adhésion aux idées de l'ex-présidente du Rassemblement national et candidate à l'élection présidentielle croît de sondage en sondage. Et vous participez quelque part à sa normalisation en l'invitant, vous voulez dialoguer avec tout le monde. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour, si vous souhaitez éviter que ce parti arrive au pouvoir en 2027 ? Quand le président de la République réunit l'ensemble des forces politiques, et aujourd'hui le Rassemblement national fait partie des forces politiques, je ne crois pas qu'il participe à sa normalisation. Je crois qu'il respecte les électeurs. Ils sont plus de 40% qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Moi, je combats le programme qui est celui de Marine Le Pen. En revanche, je respecte les électeurs et j'entends derrière leurs craintes et j'entends leur colère. Et je pense que c'est important de le faire et de ne pas les stigmatiser. C'est pas comme ça qu'on arrivera à les faire revenir vers les partis traditionnels, parce que c'est ça l'enjeu. On voit bien qu'on a toute une frange de la population française et essentiellement des classes populaires et des petites classes moyennes qui se sont éloignées des partis traditionnels, à qui il faut peut-être parler davantage, peut-être être davantage empathique, réfléchir à comment est-ce qu'on répond mieux à leurs problèmes, à leurs attentes en matière de sécurité, en matière de pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle n'a pas ces réponses-là. On parlait d'écologie, je voudrais juste dire un mot là-dessus. Le programme sur l'écologie en matière de Marine Le Pen, en matière d'écologie, ça consiste à ne rien faire et à la fin, c'est précisément les classes populaires et moyennes qui paieront en premier lieu et extrêmement cher l'inaction climatique du Rassemblement national sur leur portefeuille et sur leur quotidien.
Vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup, Maud Merci à Bréjean, vous. députée Renaissance, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Sophie Berger-Finot qui a traduit cette interview en langue des signes. Maud Bréjean qui ne voit pas une affaire d'État dans les sifflets reçus hier par une grande partie du public, par Emmanuel Macron, par une grande partie du public du Stade de France à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Un milieu qui chahute, dit-elle. Elle retient plutôt une partie du public qui a applaudi la fin de son discours. Voilà pour la politique.